Dans quel cas les professionnels de santé sont-ils obligés de signaler la maltraitance et le danger malgré le secret médical? Cette question ne concerne pas que les professionnels de santé. Elle concerne aussi les victimes qui veulent peut-être savoir si elles auront la certitude que le médecin ne dira rien, ne fera rien si elles ne veulent pas qu'il dise, qu'il fasse. Ou inversement, certaines victimes espèrent qu'il fasse, qu'il signale, qu'il déclenche quelque chose, parce qu'elles n'ont pas le courage ou l'énergie de le faire elles-mêmes. C'est comme un appel à l'aide qu'on ne peut pas formuler, qu'on n'arrive pas à exprimer. Cette vidéo sera plus longue et plus technique que la plupart des autres, justement parce qu'elle s'adresse aussi et même principalement à des professionnels et qu'elle est en partie basée sur une formation que je dispense en secteur médico-social, en formation traditionnelle ou en MOOC. Si elle vous intéresse, jetez un œil au site internet de l'IDP. L'adresse apparaît dans le logo en haut à droite. Il y aura dans cette vidéo moins d'illustrations fantaisistes que dans les autres et plus d'articles de loi. Nous verrons que tout n'est pas toujours très clair, tant au niveau des textes que de leur interprétation par les tribunaux. D'abord, il faut préciser que depuis 2015, la question ne concerne pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de santé. Or, c'est quoi un professionnel de santé? Ou plutôt, c'est qui? Dans le Code de la santé publique, ils sont divisés en 3 catégories. Nous avons d'abord les professions médicales, notamment les médecins, les dentistes, les sages-femmes. Nous avons ensuite les professions de la pharmacie et de la physique médicale. Viennent ensuite les professions d'auxiliaires médicaux, comme les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaires, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les prothésistes, les techniciens de laboratoire médical, les opticiens lunetiers. Vous voyez que la liste est longue et peut-être parfois surprenante. Un psychologue n'est pas un professionnel de santé, contrairement à un opticien. Vous allez vous acheter des lunettes de soleil, et si l'opticien, que vous voyez comme un marchand de lunettes, subodore que vous êtes maltraité ou en danger, il peut dans certaines circonstances, qu'on va expliquer, faire un signalement. Quant au psychologue, il est lui aussi concerné, soit comme simple citoyen, lorsqu'il s'agit notamment de provoquer un secours à une personne en péril, soit comme professionnel parce qu'il est astreint au secret professionnel. Ça aussi, nous allons le voir dans un instant. Les professionnels de santé, et tout spécialement les médecins, sont astreints au secret professionnel. Et ce secret est presque intangible, inébranlable. C'est en principe aussi vrai pour les autres métiers, comme justement les psychologues, les assistants de service social ou les avocats. Mais s'agissant des avocats, il est vrai qu'ils se plaignent régulièrement de la fragilisation de ce secret, surtout dans les enquêtes criminelles où les enquêteurs peuvent être tentés d'assimiler les avocats qui se taisent à des complices, ce qui est évidemment très problématique. Quand je dis que ce secret est intangible, je veux dire que personne, pas même la victime ni le juge, ne peut autoriser le professionnel à lever le secret, sauf dans les cas où la loi le prévoit, et aussi sauf dans les circonstances où la situation fait qu'il n'y a plus de médecins, de psychologues, d'avocats, mais juste des citoyens face à une obligation impérieuse d'empêcher le pire. Je vous donne une référence de jurisprudence pour illustrer le propos. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1998. Je cite: « L'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, dans ce cas, mais ça aurait pu être d'autres professionnels astreints au secret, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur État. Sous cette seule réserve, elle est générale et absolue, et il n'appartient à personne de les en affranchir. En pratique, si vous êtes le patient et que vous autorisez le médecin ou un autre professionnel à communiquer une information dans votre intérêt et qu'il se limite à ce que vous avez autorisé, ce serait bizarre de le lui reprocher et ce serait aussi bizarre qu'il soit condamné. Mais le principe est celui précisé par la Cour de cassation dans cet arrêt de 1998. Mais justement, quelles sont les situations où le professionnel de santé peut lever le secret et quelles sont celles où il doit le faire? Par exemple, quid de la violence conjugale? Car à l'époque du Grenelle des violences conjugales, on nous avait promis un allègement du secret médical. Qu'en est-il devenu?
La réponse à la question est compliquée et alambiquée. On dit parfois que le droit est plus tordu que droit. Vous allez comprendre pourquoi. Et encore, on ne va pas aller jusqu'à se pencher sur le code de déontologie des médecins, même s'il est intégré au code de la santé publique. On va se limiter au code pénal et un peu à celui de l'action sociale et des familles pour les mineurs. Dans le code pénal, il y a 3 volets distincts qui ne s'articulent pas toujours facilement. Celui qui prévoit la levée facultative du secret professionnel, celui qui impose la dénonciation, la révélation, le signalement, appelez ça comme vous voulez, sauf pour les professionnels astreints au secret, et enfin celui qui ne connaît aucune exception et oblige à signaler ou secourir. Voyons d'abord quand le professionnel de santé peut lever le secret, et puisqu'on dit secret, mentionnons le point de départ, l'article 226-13 du Code pénal, qui prévoit jusqu'à 1 an de prison pour violation du secret professionnel. Je doute que quiconque ait déjà fait un seul jour de prison ferme en tout cas pour ça. L'article suivant, le 226-14, dit que le précédent, celui qui sanctionne la violation du secret, n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable à une série de situations que nous allons découvrir maintenant. Après, nous verrons ces autres cas où la loi impose ou autorise la révélation. L'article 226-14 ne dit pas clairement que le médecin et quelques autres peuvent ou non révéler, informer ou signaler. Il instaure simplement une immunité pénale qui évite aux professionnels concernés d'être condamnés pour violation du secret professionnel. L'article 226-13 du Code pénal n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Celui, c'est tout professionnel astreint au secret, qui en est libéré. Le secret, quel qu'en soit le dépositaire, ne doit pas empêcher de secourir une personne dans des hypothèses assez nombreuses, puisqu'on va des privations qui peuvent être très graves, s'il s'agit de s'alimenter notamment, ou s'il s'agit d'une privation de liberté, comme une séquestration, jusqu'aux sévices et mutilations, notamment sexuelles, comme l'excision. Le terme signalement n'est pas utilisé au bénéfice d'information, du terme information, qui doit être faite, non pas obligatoirement à la police ou au procureur, mais là où une réponse peut être donnée. Parmi les sources de vulnérabilité, le texte mentionne, outre la minorité, l'incapacité physique ou psychique, mais sans renvoyer au Code de la sécurité sociale ou à la législation dédiée aux majeurs protégés. Le juge pénal jouit donc d'une liberté d'appréciation si l'incapacité n'est pas préalablement et formellement établie. On pourrait même plaider que le seul fait de subir une telle maltraitance met la victime dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité assimilable à une incapacité au moins psychique. Pour qu'un signalement, ou pour être précis, une information aux autorités judiciaires, médicales ou administratives puisse se justifier, il n'est pas nécessaire que le professionnel astreint au secret ait personnellement constaté les faits. Il suffit qu'il en ait connaissance. Il est évidemment toujours délicat de se baser sur des déclarations, même si on présume qu'elles sont sincères. En matière d'assistance à personne en péril ou de non-assistance à personne en péril, la Cour de cassation se fonde parfois sur la notion de conscience aiguë que l'on peut avoir d'une situation. C'est à chaque professionnel d'apprécier la crédibilité des propos qui lui sont rapportés. Même s'il ne risque pas de poursuite en signalant ou informant alors que la situation ne le justifiait finalement pas, il est évident qu'une telle initiative ne peut pas être prise à la légère ou dans le seul souci de se protéger soi-même. Une petite remarque au passage. Si les professionnels de santé et tous ceux qui sont astreints au secret ont le choix de parler ou de se taire, ce n'est pas le cas du citoyen lambda. Au contraire, l'article 434.3 du Code pénal nous oblige, nous simples citoyens, à révéler ou signaler,
sous peine de lourdes sanctions. Ça nous rapproche de la non-assistance à personne en péril, sur laquelle nous nous pencherons à la fin de cette vidéo. La même chose vaut pour la non-dénonciation de crime, a fortiori si ce crime est en cours de réalisation ou s'il peut encore être perpétré sur d'autres victimes. Cette situation est prévue à l'article 434.1 du Code pénal. Notons qu'on n'est pas obligé de dénoncer ses proches, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs et quelques autres, sauf si la victime est mineure. On peut se demander pourquoi les professionnels astreints au secret ont cette liberté. Par exemple, si une femme violée dit à son médecin « Je vous le dis, mais je ne veux pas déposer plainte et je ne veux pas que vous signaliez quoi que ce soit ». Il fait quoi le médecin? À lui de décider. Et le choix peut être difficile, mais pas pour des raisons juridiques. Deuxième hypothèse visée à l'article 226.14, l'article 226.13, celui qui sanctionne donc d'1 an de prison, en théorie, la violation du secret professionnel, n'est pas applicable aux médecins ou tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 226.3 du Code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Ici, la levée du secret n'est pas fondée sur la connaissance d'une situation de maltraitance, mais sur le constat de sévices ou privations fait directement par les praticiens, y compris de nature psychique, mais à condition que ce constat laisse présumer des violences de toute nature, c'est-à-dire physiques, psychiques ou sexuelles. La formulation peut paraître un peu alambiquée, mais en gros, si on pense que les bleus ou les ecchymoses ne viennent pas d'une chute dans l'escalier, mais de coup, le signalement se justifie. Si par exemple une infirmière s'interroge sur les bleus ou même sur l'état psychique d'une personne âgée à laquelle elle prodigue régulièrement des soins et que les réponses faites par le patient ou la patiente ne font qu'aggraver ses inquiétudes et ses soupçons, le signalement peut s'envisager. Mais le professionnel de santé devra tenter d'en convaincre la victime et même obtenir son consentement, sauf s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou psychique, ce qui renvoie à la vulnérabilité que nous avons évoquée précédemment. Enfin, le signalement doit être fait au procureur de la République, qu'il s'agisse d'un majeur vulnérable ou d'un mineur. Pour un mineur, il peut aussi s'agir d'une information préoccupante dans l'hypothèse d'un risque de danger. Nous y reviendrons. La loi du 10 mai 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, a ajouté à l'article 226.14 un 2 bis qui autorise les professionnels de santé à lever le secret pour des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de suggestion psychologique ou physique au sens de l'article 223.15.3 du présent code, du code pénal, qui correspond principalement à l'embrigadement sectaire lorsque le professionnel estime en conscience que cette suggestion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Cela concerne donc les sectes, mais ce qui se passe dans certains établissements médico-sociaux ou même ce qui peut se passer dans le cercle familial, tout cela peut aussi entrer dans le cadre de ces dispositions. Hypothèse suivante. L'article 226.13 n'est pas applicable aux médecins ou tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132.80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale
résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. En cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République. Cet ajout à l'article 226-14 du Code pénal résulte de la loi du 30 juillet 2020 relative à la violence au sein du couple, qui faisait suite au Grenelle des violences conjugales. À cette époque, une idée était dans l'air. Le secret médical allait être allégé en matière de violence conjugale. Sauf que les médecins n'aiment pas qu'on leur force la main, qu'ils sont nombreux et influents, jusqu'à sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ajoutons que l'ordre des médecins est très attaché au secret médical, qui est un secret professionnel, juridique et déontologique, et qu'un médecin peut être sanctionné par son ordre s'il viole le secret médical, jusqu'à la radiation. Si l'on voit le verre à moitié plein, on peut analyser cet ajout à l'article 226-14 comme un encouragement aux professionnels de santé de signaler les violences conjugales. Mais si on le voit à moitié vide, on peut craindre que ce soit l'inverse. Des médecins ont déjà été condamnés pour ne pas avoir porté secours à une personne en péril sur le fondement de l'article 223-6 du Code pénal. Or, cet ajout à l'article 226-14 par une loi de 2020 sur les violences au sein du couple autorise et non oblige le médecin ou tout professionnel de santé, en conscience, s'il le veut bien, à s'affranchir du secret en cas de danger immédiat de mort, et encore seulement si son patient est vulnérable et incapable de se défendre. Si cette description ne correspond pas à une situation de péril ou de danger d'être victime d'un crime, pour reprendre les termes de l'article 223-6, que faudrait-il de plus grave pour que cet article s'applique? Si un médecin est mis en cause pour ne pas avoir signalé le sort d'une femme en danger de mort, signalement en principe obligatoire au titre de l'article 223-6 du Code pénal, il pourra opposer le fait que l'article 226-14, qui est plus récent, plus précis, puisqu'il vise spécialement les professionnels de santé en matière de violence conjugale, enfin de violence au sein du couple, et que cet article n'impose pas, mais autorise la levée du secret. Bien sûr, les médecins ont aussi leur conscience, et nous verrons que ce même article 226-14 les met à l'abri de poursuites disciplinaires quand ils font un signalement. Mais ce qui devait être un allègement du secret médical a finalement pris une autre tournure. Hypothèse suivante, l'article 226-13 n'est pas applicable aux professionnels de santé ou de l'action sociale qui informent le préfet, et à Paris le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Donc ce point concerne les professionnels de l'action sociale et les professionnels de santé. Cette disposition permet simplement d'appeler la police ou la gendarmerie si le professionnel reçoit un individu qui lui dit « ce soir, je le flingue » ou « ce soir, je me flingue ». S'il ajoute « j'ai un fusil » ou un revolver ou « je vais m'en procurer un », les conditions du signalement sont réunies. Autre hypothèse que je ne fais ici que mentionner, l'article 226-13 du Code pénal ne s'applique pas au vétérinaire qui fait un signalement pour de la maltraitance animale. Enfin, le dernier alinéa de l'article 226-14 du Code pénal nous dit « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf lorsqu'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » Voici un alinéa très important. Le professionnel qui fait un signalement dans les conditions visées à cet article est aussi à l'abri de poursuites pour dénonciation calomnieuse ou toute autre procédure engagée par la personne qui serait mécontente du signalement. Cette personne ne pourrait pas non plus réclamer la réparation d'un éventuel préjudice que le signalement lui aurait occasionné, puisque l'immunité porte aussi sur les actions civiles, donc pas de dommages-intérêts. Mais en pratique, c'est l'immunité disciplinaire qui reste la plus protectrice, que ce soit pour un médecin par rapport à son conseil de l'ordre, ou par exemple pour un travailleur social qui ne peut pas être sanctionné s'il passe outre un blocage de sa hiérarchie. La seule exception à cette immunité est le signalement de mauvaise foi. La mauvaise foi
ce n'est pas l'erreur d'appréciation qui pourrait conduire à un signalement précipité ou injustifié. C'est signaler alors qu'on ne peut qu'avoir conscience que ce signalement n'est pas justifié, qu'il est abusif. Dans cette hypothèse, des poursuites pour violation du secret professionnel ou dénonciation calomnieuse seraient alors envisageables, tout comme des sanctions disciplinaires. Cette large immunité est parfois considérée comme une incitation au signalement, pour ne pas dire à la délation. Cette analyse est sans doute exagérée, tant parce que l'article 226.14 instaure un droit de lever le secret et non une obligation, et qu'il est légitime d'être protégé si le signalement est fait en toute bonne foi, au nom de la protection d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Mais tout de même, un signalement n'est jamais anodin. D'ailleurs, s'agissant des médecins, le Conseil de l'ordre ne considère pas qu'ils peuvent s'affranchir comme ils veulent du secret médical. Il faut qu'une des conditions énumérées à cet article soit remplie, surtout s'il s'agit d'un majeur, plus qu'un mineur. Justement, s'agissant des mineurs, il existe un dispositif parallèle au code pénal qui oblige à informer ou signaler. Si le professionnel de santé ou toute autre personne qui apporte son concours à la protection de l'enfance, comme le secteur éducatif ou les travailleurs sociaux, si un tel professionnel pense qu'un mineur est même potentiellement en danger ou qu'il pourrait être maltraité, le Code de l'action sociale et des familles l'oblige à en informer le département, en pratique la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes que nous avons déjà mentionnées à l'article 226.14, la CRIP ou un équivalent, des fois la terminologie est différente. Et l'article L 226.2.1 du Code de l'action sociale et des familles ne lui laisse pas le choix. Il informe, et pas il peut informer ou il a le droit de lever le secret. C'est donc un impératif, alors que l'article 226.14 du Code pénal, que nous avons vu, autorise la levée du secret. Ça veut dire que si la victime, même la victime potentielle, est un enfant, un mineur plus largement, le choix laissé au Code pénal devient obligation dans le Code de l'action sociale et des familles. On peut discuter si les médecins et les autres professionnels de santé apportent leur concours à la protection de l'enfance et sont donc concernés par cette obligation. C'est vrai des médecins hospitaliers, notamment en secteur public. Et d'ailleurs, leur obligation d'information devient une obligation de signalement au procureur de la République si le danger qui pèse sur l'enfant est grave, certain, imminent. Mais pour le médecin de ville, c'est moins évident. Et ça l'est encore moins pour le kinésithérapeute ou l'opticien. Mais au moins s'agissant des médecins, il est globalement admis qu'ils sont un maillon de la protection de l'enfance et donc concernés par cette obligation, qui n'est donc pas une option de signaler, plus précisément d'informer. Dans le jargon, on appelle donc cela une information préoccupante, s'ils soupçonnent un danger ou un risque de danger. C'est vrai, on peut aussi constater que le Code de l'action sociale ne prévoit pas de sanctions. Entre un texte qui autorise à parler et un autre qui oblige, mais sans sanction, même le juriste peut s'y perdre. Et que dire du citoyen ou du praticien, du médecin, du professionnel de santé? Il nous reste à examiner un dernier cas de figure, celui d'une obligation de signaler ou d'intervenir qui est visé à l'article 223.6 du Code pénal. Quiconque pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Le premier commentaire est qu'il n'y a cette fois aucune immunité pour les professionnels soumis au secret. L'obligation est citoyenne et non professionnelle. Nous sommes tous à égalité et personne n'a à autoriser ou à interdire d'agir. Mais agir, ça ne veut pas nécessairement dire signaler au sens juridique du terme, au sens du signalement au procureur. Ici, il est question d'action immédiate, qu'importe la forme qu'elle prend, mais sans prendre de risque pour soi ou pour des tiers. Il peut s'agir d'alerter les pompiers, un médecin, la police, les voisins, l'employeur. On parle souvent de non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas tout à fait cela
Que dit l'article 223.6 ? Au second alinéa, il est question de péril et non de danger. Et au premier alinéa, le danger est celui d'être victime d'un crime ou d'un délit contre son intégrité corporelle, donc de violence physique. Par rapport à l'article 434.1 que nous avons rapidement mentionné, on redescend en quelque sorte d'un cran, puisque même un délit peut, ou plutôt doit, imposer l'intervention ou l'action immédiate, alors que l'article 434.1 concerne uniquement les crimes. Le péril visé au second alinéa ne résulte pas nécessairement d'un crime ou d'un délit. Ne pas intervenir si une personne est sur le point de se suicider est répréhensible, à condition que ce suicide soit quasi certain. Si un médecin ne signale pas une personne qui lui a dit envisager de se suicider, voire de tuer une autre personne, il ne s'agit que d'hypothèse et non de certitude. On pourrait aussi se demander s'il est punissable de ne rien faire lorsqu'on passe devant une personne allongée dans la rue. Est-ce qu'elle cuve son vin? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est en arrêt cardiaque et donc en péril? Personne n'est obligé de jouer les héros en s'interposant en cas d'agression. Mais pour une personne allongée dans la rue, il n'y a pas de risque de s'enquérir de sa santé ou d'appeler un service d'urgence. Mais comme il y a un doute sur l'état de la personne, regarder et passer son chemin n'est pas punissable, ou du moins n'est pas puni, jusqu'à preuve du contraire. Cette vidéo est consacrée à l'obligation, ou non, des professionnels de santé de signaler la maltraitance ou le danger. Donc on ne va pas prendre des exemples de jurisprudence qui concernent le grand public. Si on focalise sur les professionnels de santé, il y a un constat que l'on peut faire. C'est que la législation est plutôt confuse et à la limite de la contradiction, même si un juriste trouvera toujours le moyen d'exprimer la spécificité et l'utilité de chaque article et d'en conclure que tout est clair. Clair, vraiment ? Nous avons vu que l'article 226.14 du Code pénal autorise un médecin à lever le secret si une femme battue par son mari est en danger de mort immédiate, alors que l'article 223.6 devrait le conduire directement en prison pour cette inaction, a fortiori en cas de meurtre. Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de cassation avait jugé ainsi. Doit être condamné pour délit d'omission d'empêcher une infraction le médecin qui est resté passif alors qu'il avait pu constater au sein de l'hôpital qu'il emploie que des actes d'atteinte à l'intégrité physique des personnes vulnérables hospitalisées étaient régulièrement réalisés par certains membres du personnel. Autre exemple, le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné le 28 janvier 1983, je cite, le chirurgien de garde qui a informé téléphoniquement qu'un blessé de la route souffrant de plusieurs traumatismes importants était dirigé sur l'hôpital et que sa présence était demandée, refuse de se déplacer alors qu'il avait à cet instant connaissance du péril grave encouru par la victime blessée. On pourrait aussi citer un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 1997 où un mineur placé dans une famille d'accueil avait été violé par un autre mineur et que toute l'équipe médico-sociale s'était contentée d'éloigner la victime de son agresseur. Ils ont tous, médecins compris, été condamnés pour non-assistance à personne en péril parce qu'ils n'avaient pas assuré à ce mineur une prise en charge sanitaire et psychologique. Donc le péril, ce n'est pas seulement la mort et agir, ce n'est pas seulement faire un signalement. Voilà, ce fut une vidéo très longue, presque une petite formation. J'espère que ça éclairera les professionnels de santé sur leurs obligations et aussi leurs patients. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos.